Alors, cette activité, Président, c'est d'abord celle des résultats annuels de l'association, en commençant par la campagne d'adhésion. Êtes-vous satisfait par les résultats de cette campagne en 2019? Ce sont plutôt de bons résultats. Nous comptons aujourd'hui 760 366 adhérents. Les nouveaux adhérents ont représenté en 2019 29 525 hommes et femmes. Leur âge moyen est de 43 ans et un quart des nouveaux adhérents a même moins de 18 ans, ce qui rajeunit l'association. Un autre point clé concerne la collecte. A-t-elle tenu toutes ses promesses en 2019? Écoutez, la collecte a été bonne. Elle ressort à l'équivalent de 2,6 milliards d'euros. L'encours dorénavant du Fonds général et du total de l'épargne est de 55 milliards pour un seul encours des unités de compte représentant lui-même 11,4 milliards. Alors, comment s'est caractérisée la gestion de l'épargne et l'activité du GIE Affaires? L'activité, c'est tout d'abord, il faut le savoir, 2 millions d'actes de gestion reposant sur une petite équipe de salariés, que je remercie au passage du GIE Affaires, pour 1 million d'adhésions. Les rachats partiels se sont élevés à 1,2 milliard, les rachats totaux, c'est-à-dire des adhérents qui nous quittent définitivement, 6 387 adhérents ont été concernés, représentant un total de 138 millions d'euros de prestations. Et les prestations d'essai se sont élevées à 1,100 milliard d'euros, dont 450 millions ont été réemployés à l'affaire. Alors il y a un point notable, c'est le reversement des capitaux d'essai, le pourcentage associé. En quoi est-il particulièrement significatif pour vous, Président? Oui, il est significatif. Mieux vaut être à l'affaire qu'ailleurs parce que le reversement est de 40%, ce qui exprime, ce qui révèle qu'il y a dans notre association une véritable fibre associative. Quel est le solde de nouveaux adhérents pour cette année 2019? Il est positif, il est largement positif, 14 000 nouveaux adhérents, ce qui révèle que l'affaire est une famille nombreuse, que cette famille est unie, qu'elle est solide et surtout qu'elle ne cesse de grandir. Alors, Président, nous allons passer maintenant et évoquer le bon respect qui a été fait des décisions prises en Assemblée générale. Cela concerne bien évidemment plusieurs grands chantiers, nous les voyons à l'écran. Il s'agit notamment de la mise en place du PER, nous en parlerons tout à l'heure. Il s'agit aussi de l'option de rééquilibrage, mais dans le temps imparti, je voudrais que l'on se concentre sur le nouveau modèle économique qui a été mis en place en 2019. Qu'en retenez-vous comme élément clé sur les changements en termes de droits d'entrée et de frais? Le nouveau modèle est parti de l'idée qu'il fallait établir une refonte des droits d'entrée. Ils ont été fortement abaissés. Les droits d'entrée sur les unités de compte étaient de 1%, ils sont passés à 0%. Les droits d'entrée du Fonds général qui étaient à 2% sont passés à 0,5%. Les arbitrages sont gratuits et c'est en quelque sorte une révolution, même si les frais financiers ont été en légère hausse, passant de 0,60 à 0,95%, qui nous place néanmoins, en dépit de cette hausse, encore sur un terrain extrêmement concurrentiel par rapport à d'autres assureurs ou d'autres banques ou gérants d'actifs. Alors 2019, ça a aussi été une année importante pour la défense des intérêts des adhérents, à commencer par le taux du Fonds général qui s'est maintenu à un niveau élevé sur le marché. Niveau élevé certes, mais qui enregistre une baisse supplémentaire par rapport au taux des années précédentes. Partagez-vous les inquiétudes que certains ont pu exprimer sur ce taux 2019? Écoutez, niveau élevé, 1,85, c'est bien, mais ce n'est pas l'Himalaya, hein. 1,85, cela nous place parmi les meilleurs, une fois de plus, du marché. Je dois saluer à cet égard l'effort et même l'intelligence des gérants d'Aviva Investors qui ont su nous donner satisfaction sur ce point. 1,85, c'est bien, c'est un taux annuel. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout un taux dans la durée. Quand on adhère à l'affaire, ce n'est pas pour un an, c'est dans la durée moyenne de détention du contrat. C'est aussi la fidélité associative, elle est supérieure à 18 ans. Et si je prends cette date au hasard, 2007,
Au cours des 13 dernières années, le taux annuel moyen du fonds garanti ressort à l'équivalent de 3,23%, c'est-à-dire l'affaire, en dépit des crises financières mondiales, a su, contre vents et marées, maintenir le cap. Alors la défense des adhérents, c'est bien évidemment le taux emblématique du Fonds général, c'est aussi la performance des unités de compte. On va la voir s'afficher pour cette année 2019. Est-elle pour vous rassurante, est-elle pour vous encourageante? Elle est encourageante. Si je prends nos 16 unités de compte, 7 parmi elles ont connu une hausse l'année dernière de l'ordre de 20%. Et si je prends même une seule unité de compte, Affaires Action Monde, la hausse est de 27%. Mais vous savez, en matière d'unité de compte, il faut être prudent. Ce qui s'est passé l'année dernière risque de ne pas se passer cette année ou l'année prochaine. Et donc, nous estimons qu'il est normal et qu'il est même nécessaire, compte tenu des évolutions monétaires dans le monde, de compléter, je le dis, en toute quiétude, qu'il est nécessaire de compléter, je dirais, la performance du Fonds général par des opportunités. Je n'aime pas tellement la notion de risque. Je dis que ce sont des opportunités sur les unités de compte. Un dernier petit mot sur ces unités de compte et leur performance 2019. Est-ce qu'elle est très contrastée par rapport à ce qu'était la performance 2018? Écoutez, vous parlez comme un élève de Sciences Po, hein, parce que contraster, c'est un euphémisme. Quand je vois que nous avons subi une baisse de 9% en 2018, que nous avons eu la chance d'avoir une hausse en 2019, si je prends le CAC 40 de 29%, me semble-t-il, c'est plus qu'un contraste. C'est quand même des évolutions qui sont fortes et dont il faut tenir compte. Alors, cette défense des intérêts des adhérents, elle s'est aussi conduite, elle s'est aussi construite sur le terrain associatif avec, on le voit là encore, de grands chantiers, de grandes avancées et notamment la fin de cette victoire judiciaire, ce long épisode judiciaire bien connu. En quoi est-ce un soulagement, Président? Oh, c'est un soulagement surtout pour les mandants, mais pour le mandataire que j'ai l'honneur de représenter, c'est plus qu'un soulagement, c'est une victoire, et une victoire que je qualifierais d'historique. Il faut l'inscrire dans les annales de notre justice. Le combat a été rude et nous pouvons aujourd'hui refermer définitivement le livre. Nous avons porté, au nom de 55 000 adhérents, cette action en restitution. Nous avons engagé des moyens énergiques, puissants, pour leur donner satisfaction, et je suis heureux pour tous ces adhérents qui avaient eu la clairvoyance de nous envoyer leur mandat. Alors, cette défense des intérêts des adhérents, elle se fait aussi dans le dialogue, elle se fait aussi sur le terrain, elle se fait aussi par les soirées à faire et on voit une carte qui se multiplie année après année, on voit une carte de ces soirées à faire sur les dernières années. En quoi, je dirais, sont-elles toujours aussi importantes et inspirantes pour la vie de l'affaire? Oui, j'aime bien ces adjectifs. Elles sont importantes parce que les soirées qui se multiplient sur tout le territoire, on dirait un Tour de France, je l'ai dit, c'est un Tour de France qui est quand même un peu, j'allais dire, hémiplégique, parce que si je prends, il me reste quelques notions de géographie, la droite entre les Pyrénées orientales, Agen, Albi, Bergerac, Privas, où nous ne sommes pas allés. D'ailleurs, il faudra que nous y allions, que l'affaire y aille dès 2021. Nous sommes présents partout. C'est un extraordinaire moyen de dialogue et surtout d'écoute. Vous ne pouvez pas savoir, je crois me souvenir que nous étions en Avignon à la fin de l'année dernière, et un adhérent, au moment des questions, avait levé la main et a préconisé une résolution sur laquelle nous devons voter tout à l'heure. Et cette résolution, elle disait quoi? Qu'il fallait donner un sens à l'épargne et qu'il fallait investir dans l'économie verte.
Je pense que c'est une très bonne résolution et c'est l'objet de ces soirées à faire qui sont un extraordinaire moyen de communion, de communication, de dialogue avec les adhérents. D'ailleurs, je vois sur la carte qu'il y a la Corse, oui, nous avons dû aller à Bastia, nous sommes également allés à l'île de la Réunion, à Saint-Denis, et je salue tous nos amis de ces belles régions de France et de la Corse et de la Réunion, s'ils nous écoutent en ce moment. Alors, la force de l'association, ce sont aussi les assises de l'épargne que vous avez créées, qui sont imposées dans le paysage politique, qui sont imposées dans le débat public. En quoi le succès de ces assises est-il déterminant pour la défense des adhérents de l'affaire et de l'épargne plus généralement? Mais je vous le dis, ce qui est déterminant, c'est plutôt la présence, l'engagement, la mobilisation de toute l'association. Pourquoi on fait tout cela? Pour les adhérents. Pour les adhérents, et les assises sont devenues un lieu également approprié pour, comment dirais-je, interpeller des grandes personnalités. Vous en voyez sur ces photos la secrétaire d'État au budget, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, parce que c'est là où les décisions sont prises et les adhérents de l'affaire le savent très bien. Nous faisons un énorme travail afin que ces décideurs de la vie économique et financière prennent des bonnes décisions pour préserver le statut juridique, fiscal et social de l'assurance vie. Alors, ces assises sont l'occasion de présenter certaines grandes réformes, ça a été le cas avec Bruno Le Maire, elles sont l'occasion aussi d'évoquer des batailles fiscales, des batailles réglementaires qui ont lieu pour la défense du droit de l'épargne et des épargnants, et où où l'affaire porte la voix de l'épargne auprès des grands décideurs, on le voit sur ces images-là. En quoi est-ce que ces combats sont aujourd'hui plus hargneux, plus vivaces en tous les cas qu'ils ne l'étaient hier? Mais ces trois, il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux présidents de la République, François Hollande et Emmanuel Macron. Cela montre qu'à l'affaire, vous voyez, nous invitons ces personnalités, lorsqu'elles étaient en fonction, au demeurant, mais on ne fait pas de politique. La seule politique que nous fassions à l'affaire, c'est la politique de l'épargne. Et c'est ça qui est très important. Et je me souviens de cet entretien avec un ancien candidat à la présidentielle, Alain Juppé, ancien Premier ministre, avec qui j'avais remis le pacte de l'affaire, il le porte dans ses bras, et j'avais pris soin de le rencontrer en pleine, je dirais, campagne, vous vous souvenez, des primaires, dans l'hypothèse où il aurait pu être président de la République. Les sondages le donnaient favori. Donc l'affaire ne fait pas du tout de politique, et nous essayons en permanence de rencontrer, que ce soit à Bercy, Matignon et même à l'Élysée, des personnes, des personnalités pour défendre l'épargne des adhérents de l'affaire. Alors un autre point clé qui a été porté sur cette année 2019, c'est la politique de diversification des gestionnaires d'actifs. On voit à l'écran là aussi cette diversification. Qu'est-ce qui la motive et quel est l'intérêt pour les adhérents d'une telle démarche? Ce qui la motive, c'est tout d'abord le respect d'une décision prise en Assemblée générale. Et les résolutions, elles ne sortent pas de la tête des administrateurs. Je l'ai dit tout à l'heure au sujet des soirées à faire. C'est la résultante d'un dialogue, d'une proximité permanente avec les adhérents. Et la diversification, elle a été votée. Il y a quelques années, je ne sais plus très bien la date précisément, mais les adhérents ont voulu cette diversification. Et nous avons respecté la mise en œuvre de cette résolution. Mais pourquoi? On a la chance d'avoir un bon partenaire qui est solide. Je ne vais pas faire l'apologie de notre partenaire, il le dira, il la fera lui-même dans un instant, j'imagine. Mais nous estimons que Aviva Investors a été un bon gérant. Le taux du Fonds général que vous rappelez à l'instant en est l'expression. Mais Aviva, c'est comme un enfant à l'école, il ne peut pas être premier partout. Il est bon en maths, il est bon en latin, il est bon en histoire, en anglais, il ne peut pas être premier partout. Aviva est un bon gérant, mais Aviva, je dirais, Aviva Investors a l'humilité de comprendre qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, et c'est pourquoi nous avons diversifié vers qui des grandes maisons historiques depuis plus de 200 ans. Je pense à Rothschild,
des grands établissements très puissants dans le monde comme BNP Paribas Asset Management et tout récemment l'IXOR qui à ma connaissance doit être une filiale de la Société Générale et qui nous permettra, j'allais dire enfin, de proposer aux adhérents qui le souhaitent les ETF, c'est-à-dire des trackers. Alors, Président, le rapport d'activité... C'est un atout, c'est une richesse, la diversité. C'est une richesse. Le rapport d'activité 2019 évoque cette année 2019 comme une année de profonde mutation pour l'affaire. En quoi, pour vous, il y a une profonde mutation pour l'association cette année 2019? Vous savez, Régis, cette mutation, elle est le fruit d'une réflexion profonde qui a été menée il y a plus de 3 ans maintenant. De quoi s'est-il agi? Il s'est agi de transférer à notre partenaire Aviva ce qu'il fait mieux que nous, à l'association, c'est-à-dire l'outil informatique. Il y a chez Aviva une compétence en matière informatique avec un système intégré. En contrepartie de cette migration informatique, nous avons conclu cet accord historique avec la compagnie qui nous permet de recouvrer toute, je dirais, la maîtrise en matière de communication, du fichier des adhérents, en matière de l'image et la défense de la marque affaires. Donc je dirais que c'est un échange responsable et fructueux. Et cela est de nature à renforcer notre indépendance. Alors, nous reparlerons tout à l'heure de ces enjeux de migration informatique, mais ce nouveau modèle que l'on voit s'afficher à l'écran, est-ce qu'il offre aussi plus de services à l'adhérent pour la gestion de son épargne au quotidien? Écoutez, plutôt que plus, moi je dirais plus et de meilleurs services. C'est ça l'objectif de ce nouveau modèle. Et je suis convaincu que notre partenaire Aviva partage cette préoccupation au quotidien, faire en sorte que la qualité du service à l'adhérent s'améliore. Alors, que dit ce rapport d'activité à la fin? Il dit que l'affaire est confiante dans l'avenir. Et cette confiance, il l'écrit avec 3 lettres notamment, qui sont celles du PER, le lancement de ce PER. En quoi ce PER est-il pour vous une garantie d'avenir pour l'affaire, mais aussi pour l'épargne des adhérents de l'affaire? Vous allez un peu vite en besogne parce que garantir l'avenir, et j'en sais quelque chose en tant qu'économiste, hein, vous savez, quand on a déjà beaucoup de mal à le prévoir. Si en plus il faut maintenant garantir nos prévisions, c'est un peu excessif. Mais ce qui ne l'est pas, c'est notre, je dirais, notre croyance fondamentale dans les 4 lettres du mot affaire, A-F-E-R. Association, on l'est. Loi 1901. Française, on l'est. Épargne, on l'est depuis 1976. Et les performances du Fonds général et de nos UC en sont l'illustration. Mais nous avons été curieusement muets sur le E, sur le R, pardon, d'affaires, c'est-à-dire sur la retraite. Et pourquoi nous l'avions été dans le passé? Parce que le fondateur de l'affaire, Gérard Attias, à juste titre, estimait que les produits qui étaient proposés aux épargnants n'étaient pas de bons produits. Je pense au contrat Madelin, je pense au PERP, mais nous avons beaucoup discuté. Votre serviteur l'a fait personnellement avec le ministre des Finances qui a élaboré une loi qui nous convient. Nous croyons dans le PER, il est temps que l'affaire assure la promotion du R, c'est-à-dire des outils de retraite. Alors, la confiance dans l'avenir, est-ce que cela veut dire aussi s'engager plus, investir plus dans les nouvelles dynamiques de croissance, ces nouvelles dynamiques de croissance que sont la French Tech, que sont l'économie verte, que sont le tissu des PME en France? C'est bien, vous parlez comme le président Macron. Ah. Mais pourquoi pas? Ce qui compte pour nous à l'affaire, c'est de donner un sens à l'épargne. C'est ça qui est fondamental. Donner une finalité à l'épargne, car nous pensons qu'une belle action peut être aussi une bonne affaire.
On n'est pas là pour faire de la philanthropie. On est là pour que les vecteurs des investissements, l'investissement socialement responsable, la French Tech, la transition écologique, le financement des PME, l'accompagnement des seniors, la gouvernance, tout cela représente, je dirais, des vecteurs d'investissement et de placement qui peuvent nous réserver de bonnes surprises. Nous ne faisons pas de philanthropie, nous estimons que ce qui est bon pour la France doit être bon pour les Français, et en particulier pour les adhérents de l'affaire. Et est-ce qu'investir dans les OAT, c'est investir dans l'avenir aussi de l'épargne? Écoutez, si vous promettez de ne pas adresser ce film à Bercy, je vous dirai ce que je pense. Mon sentiment, c'est que dans le fonds général, qui est un fonds de sécurité, il faut des investissements de sécurité. Donc il faut des OAT. J'allais rajouter pas trop. Et à l'affaire, nous sommes altruistes. Pourquoi? 68% de notre dette publique, domestique, elle est détenue par des investisseurs étrangers. Il ne reste pas beaucoup sur le sol français, investisseurs. Eh bien, nous sommes altruistes. Nous aimerions à l'affaire que la priorité, le privilège de la souscription de la dette des OAT, eh bien, elle soit réservée à nos amis étrangers.